BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec nos critiques attitrés. À ma gauche, l'éditorialiste d'Alternative économique et d'Alter Eco Plus, Christian Chavagneux. À ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur à l'ESCP Europe, le directeur de la revue Sociétale et aussi le critique attitré de la Société d'économie politique. Et on commence tout de suite avec le choix de Christian Chavagneux. Mais à quoi rêvent donc les algorithmes, Christian? C'est écrit par Dominique Cardon et c'est au Seuil, dans la collection de la République des idées. Alors c'est un geek, hein, Dominique Cardon. Il essaye de nous dire il y a beaucoup de données qui sont disponibles aujourd'hui, le big data, et pour analyser toutes ces données, il y a des algorithmes, des petits modèles informatiques qui permettent de les analyser. Attention, nous dit-il, sans tomber dans la paranoïa, pour reprendre l'expression de votre invité précédent dans la première partie, ces big data peuvent conduire à changer les valeurs cardinales de nos sociétés. Aujourd'hui, lorsque les algorithmes s'emparent de la représentation de notre société ne devient plus que la société de ce qui est calculable, donc est-ce qu'on accepte ou pas. Et puis ces valeurs cardinales sont celles de la réputation, combien de gens viennent me voir, celle de la prédiction, à chaque fois que je clique d'un côté ou de l'autre, je laisse des traces, et à partir de ces traces, par affiliation, on va essayer de découvrir quel sera mon comportement de demain, etc., etc. Il développe donc les nouvelles valeurs, celle de l'autorité. Lorsque je tape mon nom, ce que j'ai fait ou mon produit dans un moteur de recherche, est-ce qu'il sort en premier, en deuxième, en troisième, etc. Donc ces nouvelles valeurs sont des valeurs qui sont essentiellement celles du conformisme, puisque tout est fait comme si vous alliez vous comporter dans le futur, comme vous vous comportiez dans le passé. Est-ce que nous voulons une société du conformisme? Est-ce que nous voulons une société du guidage automatique, nous dit l'auteur en fin de L'imprévisible n'existe plus. L'imprévisible n'existe plus, le côté révolutionnaire, le côté décalé, le pas de côté, parce que vous avez regardé ou 2 fois ou 3 fois combien coûtait une machine à écrire, alors on va vous balancer jusqu'à la fin de votre vie sur Internet qu'il faut acheter des machines à écrire ou des ordinateurs ou une chignole ou un vélo, ce que vous voulez, ou du parfum pour dame, parce que vous avez voulu acheter un cadeau à votre femme de parfum pour dame. Donc attention à cette société, elle est intéressante, mais elle porte des valeurs nouvelles, elle porte le fait d'une représentation de la société qui ne correspond plus à des corps sociaux, mais à des individus qui sont reliés uniquement à leur passé. Donc attention, voulons-nous cette société ou pas? Dominique Cardon nous appelle à réfléchir à cette société du big data et des algorithmes. Jean-Marc. Alors, je rejoins ce que vient de dire Christian, c'est un texte d'assez grande qualité et d'ailleurs c'est une occasion de dire combien dans cette collection, chez cet éditeur, il y a des textes de grande qualité. À plusiures reprises, on a parlé de leurs livres et c'est assez remarquable de voir. C'est la République des idées. Oui, au Seuil. C'est quand même une collection d'une très grande qualité. Alors, Christian a dit, il ne sombre pas dans la paranoïa, et c'est là que je ne suis pas convaincu. C'est-à-dire qu'au début, il y a effectivement une analyse. Au tout début, il dit dans l'introduction, je pourrais aborder le sujet en faisant une espèce de discours un peu convenu sur le néolibéralisme, la prise du pouvoir par des puissances plus ou moins occultes. Il dit, je vais écarter cette facilité, je vais véritablement analyser la chose. Il y a toute une partie d'analyse, y compris sur le plan de la technique statistique assez élaborée. Il dit à un moment donné, la statistique historique ancienne, notamment l'économétrie, elle essayait à partir de causes théorisées de voir les conséquences et de vérifier que ces conséquences étaient effectivement liées aux causes telles qu'on les avait identifiées. Parce que là, juste pour mettre le doigt là-dessus, on n'est plus dans le monde de l'explication, de la causalité, on est dans le monde de la corrélation. Exactement. Et c'est ça qui est complètement différent. Exactement. Ce qui raconte bien, et ça, je trouve que c'est très intéressant pour l'analyse de la philosophie de la statistique, il dit vraiment, on est dans le monde de la pure corrélation, de la pure... on accumule les données, on cherche à trouver des liens entre elles, et on ne cherche même pas à comprendre. On a simplement une espèce de répétition automatique des événements à partir de données que l'on a, et donc on perd la compréhension des êtres, des sociétés, de la façon dont tout ça fonctionne. Et je trouve que cette analyse du développement de la statistique par la puissance des calculateurs est assez intéressante. Alors après, il y a la partie un peu politique, et là, d'autant plus que je trouve qu'il est un peu en contradiction avec lui-même, parce qu'à un moment donné, il dit le Conseil national du numérique a créé une obligation de loyauté. C'est-à-dire, il dit effectivement, un des grands dangers, c'est que toutes ces données sont entre les mains de gens qui les traitent, on ne sait pas exactement ce qu'ils en font, on ne sait pas exactement si les informations qu'ils en tirent ne sont pas manipulées, orientées, et donc il dit il faut réagir. Or, la réaction est en cours, c'est-à-dire donc il y a cette obligation de loyauté, il y a une adaptation du droit, donc je pense qu'il y a une
construction intellectuelle à revoir, une construction juridique à mettre en place, mais son cri d'alarme est un peu, à mon avis, décalé par rapport à une réalité qui, effectivement, est en train de s'adapter à l'évolution des capacités des calculateurs. Mais ça va bien au-delà de ça quand même. Attention Christian. à la société du calcul qu'on est en train de créer, puisque d'un côté, il y a beaucoup de données, certes, qui sont disponibles, mais beaucoup ne sont pas disponibles. Il le rappelle que la puissance publique, notamment, détient beaucoup de données. Donc, la construction des individus, puisque ce n'est pas une construction sociétale, mais individuelle auquel aboutissent ces algorithmes, attention, ils n'ont pas toute l'information disponible. Et pourtant, ils vont construire des caractères. Et par ailleurs, pour ce qui est disponible, attention aux données individuelles sur la santé, même s'il ne faut pas être paranoïa. Je reviens encore à votre invité précédent, mais attention quand même à ce qu'il y ait des contraintes, à ce que au niveau d'information que l'on donne et à la façon dont quel est le sens du métier d'assureur, par exemple, dans ce monde de demain, s'il n'y a plus de répartition des risques, c'est-à-dire si on sait exactement quel risque est associé à chaque individu. On va améliorer au contraire la performance des assureurs, on va améliorer leur capacité à mobiliser des fonds et leurs besoins en fonds. Il n'y aura plus de mutualisation. Voilà. Il n'y a plus de mutualisation. On individualise. C'est quand même le principe de base de l'assurance aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit effectivement, on va passer d'une société en CSP, il dit le fondement de la statistique socio-professionnelle à une société d'individus. Mais en quoi est-ce embêtant ? Pourquoi est-ce que ce serait dangereux d'être dans une société d'individus plutôt que d'une société n'est pas moteur aussi? Parce que il ne faut pas croire que l'individu, il est forcément victime de ça. Il peut être aussi demandeur. Hein. Quand vous êtes quelqu'un en bonne santé, etc., vous pouvez être demandeur d'avoir une prime d'assurance plus faible que votre voisin qui a déjà eu 3 pontages coronariens, vous voyez? Oui, mais c'est la différence avec la solidarité. Bien sûr, aujourd'hui, la solidarité, elle doit s'orienter, elle doit être organisée entre des plus riches vers les plus pauvres, et de ceux qui ont des accidents et ceux qui n'en ont pas. Donc, vous cassez ce modèle, même si honnêtement, là, on est en train de partir sur un débat qui n'est pas dans le livre. Il n'y a pas de débat sur l'État-providence. Le débat est plutôt sur l'individu contre la société, sur le fait, comme vous le disiez tout à l'heure, Emmanuel, on est plutôt dans les liens plutôt que dans la causalité, avec un exemple merveilleux, celui des traducteurs automatiques. Il nous dit les traducteurs automatiques hier, on leur donnait beaucoup de vocabulaire, des dictionnaires, des règles de grammaire, ils essayaient de traduire, ça marchait très mal. Aujourd'hui, pourquoi les traducteurs automatiques fonctionnent mieux? Eh bien, c'est parce qu'on a considéré que quand tel mot en anglais, en russe, en espagnol, ce que vous voulez, est-elle lié avec tel mot, eh bien, avec dans les 1000 ou 2000 exemples qu'on a, alors le sens en français était plutôt celui-là. C'est plutôt par le lien, par l'affiliation qu'on essaie d'expliquer le monde. Nous devenons des individus de l'affiliation individuelle du clic au lieu d'être des individus intégrés dans la société. Et ça, est-ce qu'on le veut ou pas? C'est un vrai choix démocratique, nous dit l'auteur. Bon, vous verrez beaucoup de débats donc soulevés par À quoi rêvent les algorithmes de Dominique Cardon au Seuil. Et votre choix, Jean-Marc, vous nous apportez un peu de douceur dans un monde de brut. Voilà, le livre... Ça s'appelle Petit éloge de la gentillesse en entreprise. C'est écrit par Emmanuel Jafflin aux éditions First. Voilà, c'est un éloge, c'est pas un petit, c'est un vrai éloge de la gentillesse en entreprise. Donc Emmanuel Jafflin s'est fait connaître pour avoir écrit un éloge de la gentillesse. Et donc il est en train de développer un peu cette veine autour de l'entreprise. Alors il avait écrit un livre qui s'appelait Petite philosophie de l'entreprise. Et donc il combine un peu les deux. D'ailleurs, la première partie de son livre reprend pas mal les idées qu'il avait mis dans sa petite philosophie de l'entreprise. C'est un livre de philosophe, donc il y a le style, il y a la référence obligée, Aristote, Platon, on est obligé d'en passer par là quand on fait de la philosophie, même si on peut penser que l'économie a évolué depuis la crématistique aristotélicienne. Et puis, alors, donc cette première partie est un peu répétée par rapport à ce qu'il a déjà dit. La deuxième partie, en revanche, est assez intéressante parce que c'est là qu'il fait véritablement l'éloge de la gentillesse, du gentleman, c'est-à-dire le chef d'entreprise doit être un gentleman au sens anglais du terme, un homme gentil. Et il dit en fait, quand on regarde une société, quand on regarde le fonctionnement de l'humanité, il y a deux objectifs dans l'humanité, avoir des richesses, créer de la richesse, pouvoir répondre à ses besoins, et puis avoir un lien social. Et il dit l'entreprise telle qu'elle fonctionne assure la richesse, le véritable enjeu maintenant, c'est de la propulser vers davantage de liens sociaux. Et il donne quelques conseils, il donne quelques exemples. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il dit l'entreprise a intérêt aussi à assurer ce lien social. Il prend l'exemple à un moment donné dans le livre du paternalisme des compagnies minières et il dit on disait que c'était le patronat chrétien qui avait conçu les corons avec une certaine forme d'hygiène dans l'habitat, avec des écoles qui étaient réservées aux mineurs. Mais pour mieux encore exploiter les travailleurs. Et voilà, et alors il dit en fait, en réalité, c'est que c'était une façon de les fidéliser. Une fois qu'ils étaient enfermés dans les corons, ils restaient dans les corons et ils continuaient à descendre dans la mine. Donc il dit, il y a une espèce de jeu
toujours ambigu dans cette gentillesse du chef d'entreprise, de même dans le comportement que peut avoir le salarié. Mais ce qui est important, c'est que finalement, quel que soit le degré de sincérité que l'on a, on est toujours gagnant à être gentil. Christian, il y a une espèce de main invisible de la gentillesse alors finalement. Vous savez que quand j'ai terminé l'avant-propos et que j'ai vu que ce philosophe écrivait que l'entrepreneur est une petite abeille qui pollinise l'ensemble de la société, qui rend tout le monde heureux et met du bonheur partout pour des salariés épanouis, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce clown? En fait, pas du tout, pas du tout. Lorsqu'on rentre après dans le livre, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus sérieux que ça. L'auteur ne départ pas de ce style un petit peu bisounours et naïf qu'on retrouve tout au long du livre, moi qui m'a plutôt amusé, mais au second degré, je pense. Par contre, sur le contenu vraiment du livre, c'est plutôt intéressant. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'auteur nous dit... Chez les économistes, il y a Milton Friedman. Et Milton Friedman nous a dit que l'économiste, l'entreprise, elle doit d'abord faire du profit et uniquement du profit. Et c'est tout, elle n'a pas le rôle social. Non, 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 nous dit ce philosophe. Le patron, ça vient du père. Il faut qu'il soit un père. Le patron, c'est aussi ce qui nous permet, dans le milieu textile, de bien découper, de faire son modèle. Si le patron est loupé, on découpe mal les vêtements. Si le patron est bien réussi, on fait des beaux vêtements. De la même façon, il faut que le patron, le chef d'entreprise, cette fois, soit un véritable modèle pour ses salariés et, dit-il, pourquoi pas pour la société. Mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est le tout à l'ego du côté du patronat, nous dit-il. C'est tout pour moi, la richesse pour moi, les stocks options pour moi. C'est un mode de représentation du chef d'entreprise qui ne colle pas du tout, qui ne joue pas le rôle de tisserand qu'il devrait jouer à l'intérieur de l'entreprise, faire travailler ensemble un collectif de gens pour produire de la richesse, et même à l'extérieur de l'entreprise, dans la société, le chef d'entreprise doit être un modèle, il doit tisser du lien social, comme l'a bien expliqué Jean-Marc, mais le livre est farouchement critique. Le chef d'entreprise ne fait pas ça aujourd'hui, sauf, dit-il, dans les scopes, merci Alternative économique, dans l'économie sociale et solidaire qui porte des valeurs humaniste, à la fois d'efficacité productive et humaniste, et c'est ça que devrait être le chef d'entreprise. Le bonheur est dans la scope, Jean-Marc? Non, le bonheur est dans la retenue. C'est-à-dire, il dit effectivement, il faut que les chefs d'entreprise soient un exemple qui dit l'entreprise doit être privée, l'entreprise privée comme moyen de production est ce qu'il y a de mieux, mais il faut que les pères fondateurs de la philosophie, est-ce que les pères fondateurs de l'économie ne disaient pas que le capitalisme ne pouvait fonctionner que si les capitalistes faisaient preuve justement de retenue et de sagesse? Absolument, absolument. Quand on voit voilà, exactement. Quand on voit Adam Smith et David Hume, il y a cette idée de retenue qui court dans toute la philosophie anglaise, et il reprend ça avec un ton qui est quelquefois un peu goguenard, mais il ne faut pas le prendre au second degré. Je pense que lui-même, au premier degré, a une forme d'un peu d'ironie vis-à-vis de lui-même. C'est écrit dans un style, effectivement, qui peut être assez alerte. Ce qui est important, c'est qu'il montre bien que cette entreprise privée capitaliste est incontournable et que le véritable enjeu, c'est d'insuffler dans les chefs d'entreprise ce sentiment de retenue qui est à l'origine de la philosophie anglaise. Merci beaucoup, messieurs, pour vos choix très débattus. On se retrouve tout de suite dans quelques instants pour la dernière partie de l'émission.